Certains disent que le destin d'une femme est écrit d'avance, qu'il se limite au foyer, aux traditions, aux attentes. Mais moi, Mariam Abba, j'ai osé rêver d'une autre voie. De Dakar, j'ai pris la plume non pas pour murmurer, mais pour crier, pour être la voix de celle que l'on n'entendait pas. Ce que j'ai découvert, ce que j'ai écrit, a bouleversé des vies. Accrochez-vous, car voici mon histoire, celle qui continue de résonner. Je suis née Mariam Abba, à Dakar, en 1929. Cette ville, c'était un creuset, un endroit où l'Afrique et l'Occident se rencontraient, parfois se heurtaient. Mon enfance s'est déroulée dans cette dualité constante, entre les échos de la modernité coloniale et le socle inébranlable de nos traditions séculaires. Je venais d'une famille Peul, respectée et profondément ancrée dans les valeurs de notre culture. Mon père, Amadou Ba, était un homme lettré, un fonctionnaire de l'administration coloniale, ce qui était une position importante à l'époque. Il a été parmi les premiers ministres d'État du Sénégal indépendant, sous Léopold Sédar Senghor. Ma mère, cependant, était une femme d'une grande douceur et d'une profonde sagesse traditionnelle. C'est d'elle que j'ai hérité ce lien indéfectible avec nos coutumes et ce respect pour les savoirs ancestraux. Mais la vie, parfois, vous arrache ce qui vous est le plus cher. J'étais encore une enfant, trop jeune pour comprendre pleinement la portée de cette absence, quand ma mère est partie. Sa mort a été un bouleversement immense pour moi, une blessure qui ne s'est jamais vraiment refermée. Dans notre société, quand une mère disparaît, c'est souvent la figure de la grand-mère qui prend le relais, et ce fut mon cas. Ma grand-mère maternelle, une femme d'une force tranquille et d'une dignité infinie, est devenue ma principale éducatrice. Elle m'a élevée avec une rigueur empreinte de tendresse, m'inculquant les valeurs de notre peuple, le respect des aînés, la solidarité familiale, la résilience face à l'adversité et la fierté de nos origines. C'est grâce à elle que je n'ai jamais perdu le contact avec ma culture, avec les histoires, les chants et les rites qui font l'âme du Sénégal. Pourtant, parallèlement à cette éducation traditionnelle, il y avait l'école française. Mon père, malgré son attachement à nos coutumes, était un fervent partisan de l'éducation moderne pour les filles. Il était un progressiste à sa manière, convaincu que le savoir était une clé essentielle pour l'émancipation, même pour une femme dans une société qui ne le voyait pas toujours ainsi. J'ai donc commencé mes études à l'école primaire de la Médina, un quartier populaire de Dakar. J'étais une élève curieuse, avide d'apprendre. Les livres étaient mes compagnons, et j'absorbais les connaissances avec une facilité qui m'a rapidement distinguée. Le français est devenu ma langue d'écriture, ma langue d'expression intellectuelle, sans jamais renier le Wolof ou le Peul qui étaient mes langues maternelles. Cette période a été fondatrice. D'un côté, j'étais immergée dans la richesse de la tradition africaine, avec ses contes, ses sagesses, ses rituels. De l'autre, j'étais plongée dans le système éducatif français, avec sa rationalité, sa littérature, sa philosophie. Cette double appartenance a façonné ma vision du monde, me donnant une perspective unique sur les enjeux de mon époque. Je voyais les contradictions, mais aussi les ponts possibles entre ces deux mondes. Mon esprit s'est aiguisé à observer ces nuances, à questionner les injonctions, qu'elles viennent de la tradition ou de la modernité. Le chemin était clair. L'éducation serait mon arme, ma voie vers l'émancipation. Mon père, en m'encourageant à étudier, m'a donné le plus beau des héritages. Il a posé les fondations de ce que j'allais devenir, une femme qui n'hésiterait pas à prendre la parole pour défendre les droits de ses sœurs, une intellectuelle capable de naviguer entre les cultures, et une écrivaine dont la voix résonnerait bien au-delà des frontières de mon pays. Je n'étais qu'une enfant, mais déjà, les graines de mon futur engagement étaient semées dans cette terre fertile de Dakar, entre les ruelles animées et les salles de classe silencieuses. Mon parcours scolaire après le primaire m'a menée vers une institution cruciale pour les jeunes filles de mon époque, l'école normale de Rufisque, qui deviendra plus tard l'école normale de jeunes filles de Thiès. Ce n'était pas une école comme les autres. C'était un lieu où l'on formait les futures institutrices,
les pionnières de l'éducation pour les générations à venir. Intégrer cette école était une opportunité rare et un privilège, car peu de filles y avaient accès. La concurrence était féroce et il fallait démontrer des capacités intellectuelles exceptionnelles. J'ai eu la chance d'y être admise, forte de mes résultats et de la volonté inébranlable de mon père. C'est entre les murs de cette institution que mon amour pour les lettres s'est véritablement épanoui. Les bibliothèques sont devenues mes sanctuaires. Je dévorais les œuvres des grands auteurs français, mais aussi, avec une curiosité insatiable, je cherchais toutes les voix africaines qui commençaient à s'exprimer. J'y ai appris la rigueur de la pensée, la puissance des mots et la capacité de la littérature à éclairer le monde et à transformer les mentalités. L'écriture est devenue pour moi un moyen d'explorer, de questionner et de me construire. Je n'étais pas seulement une élève, j'étais une chercheuse de sens, une glaneuse de connaissances. Mon engagement pour l'éducation des filles a pris racine profondément durant ces années. Je voyais bien les disparités, les obstacles immenses auxquels les jeunes filles étaient confrontées pour simplement accéder au savoir. Dans notre société, les attentes étaient souvent claires. Le mariage, la maternité, le rôle au foyer. L'idée qu'une fille puisse aspirer à une carrière, à une vie intellectuelle, était encore marginale pour beaucoup. Mais pour moi, l'éducation était la clé de tout. C'était le chemin vers l'autonomie, la liberté de choix, l'émancipation. Je croyais fermement qu'une femme instruite pouvait non seulement améliorer sa propre vie, mais aussi celle de sa famille et, par extension, de toute la communauté. Ces convictions m'ont mené à mes premiers combats, souvent silencieux, parfois plus visibles. Il fallait constamment prouver ma légitimité en tant qu'élève brillante, puis en tant que jeune femme aspirant à plus que les rôles traditionnellement assignés. J'ai dû faire face à des regards sceptiques, parfois même à des résistances ouvertes. Certains pensaient que l'école éloignait les filles de leurs devoirs, qu'elle les rendait trop indépendantes. Mais je tenais bon. J'étais déterminée à montrer que l'on pouvait être une femme instruite, moderne, tout en restant profondément ancrée dans sa culture et respectueuse de ses origines. Ces années à l'école normale ont été formatrices non seulement sur le plan intellectuel, mais aussi sur le plan humain. J'y ai tissé des liens forts avec d'autres jeunes femmes qui partageaient mes aspirations. Nous étions une nouvelle génération, consciente de la nécessité de briser certains carcans pour ouvrir la voie à celles qui viendraient après nous. C'est là que j'ai commencé à aiguiser mon esprit critique, à remettre en question les injustices et à formuler mes propres idées sur la place de la femme dans la société africaine. Mon parcours était celui d'une pionnière, et chaque pas que je faisais dans cette direction était un petit acte d'émancipation. J'étais consciente que la lutte serait longue, mais j'étais armée de mes convictions et de la puissance des mots. Après mes études à l'école normale, je suis devenue institutrice, une profession qui me passionnait et me permettait de transmettre le savoir. Mais la vie d'une femme à mon époque, et particulièrement dans ma position sociale, était aussi définie par les attentes de la société en matière de mariage et de famille. J'ai épousé Obey Diop, un homme politique de premier plan, qui deviendra plus tard ministre de la Santé sous la présidence de Léopold Sédar Senghor. Mon mariage m'a propulsée dans un autre monde, celui des sphères politiques et intellectuelles de la jeune nation sénégalaise. Mon époux était une figure respectée, et notre foyer est devenu un lieu de rencontre pour de nombreux penseurs, artistes et décideurs de l'époque. Cette nouvelle vie a été riche en expériences, mais elle a aussi apporté son lot de défis. Je suis devenue mère de 9 enfants. Élever une grande famille, tout en étant l'épouse d'un homme public, exigeait une énergie considérable et une organisation sans faille. Mes journées étaient rythmées par les responsabilités domestiques, l'éducation de mes enfants et le soutien à la carrière de mon mari. Il y avait les joies de la maternité, bien sûr, l'amour inconditionnel pour mes enfants, mais aussi des sacrifices personnels. Mes aspirations intellectuelles, mon désir d'écrire, ma soif d'apprendre, devaient souvent être mis de côté, relégués aux rares moments de répit. Trouver cet équilibre entre ma vie de femme au foyer, d'épouse et mes ambitions intellectuelles était un combat quotidien. Dans les salons où je côtoyais l'élite intellectuelle, je participais aux discussions, j'écoutais, j'observais.
J'étais une femme instruite, une intellectuelle à part entière, mais la société attendait de moi avant tout que je sois la femme d'un ministre, la mère de ses enfants. Le rôle de l'épouse était souvent de rester dans l'ombre, de soutenir son mari sans trop faire de vagues. J'ai toujours cherché à exister en tant que personne, avec mes propres idées, mes propres convictions. Ce n'était pas toujours facile de faire entendre ma voix, de ne pas être réduite à mon statut marital ou maternel. Puis est arrivé le divorce. Dans notre société sénégalaise de l'époque, être une femme divorcée, surtout quand on venait d'une position aussi en vue, était extrêmement difficile. Le regard des gens, les jugements, la stigmatisation étaient lourds à porter. On attendait des femmes qu'elles restent mariées, quelles que soient les circonstances. Mon divorce a été une période de grande souffrance personnelle, une épreuve à la fois émotionnelle et sociale. Il fallait reconstruire ma vie, subvenir aux besoins de mes enfants et affronter les préjugés. C'était le prix à payer pour choisir ma liberté, pour refuser de vivre dans une union qui ne me convenait plus. Cette expérience a été un révélateur. Elle m'a fait prendre conscience, plus que jamais, des défis auxquels étaient confrontées les femmes qui osaient s'affranchir des normes. La difficulté d'être une femme libre dans une société conservatrice est immense, mais c'est aussi de cette épreuve que j'ai puisé une force nouvelle, une détermination accrue à défendre les droits des femmes, à plaider pour leur autonomie et leur dignité. Mon vécu personnel a nourri ma pensée et a affûté mon regard critique sur les injustices et les inégalités. C'est de ces moments de sacrifice et de combat intime que naîtra, bien plus tard, la nécessité de prendre la plume pour témoigner. Après des années d'expériences de vie riches, complexes, parfois douloureuses, le besoin d'écrire est devenu une évidence, une nécessité impérieuse. C'était comme si toutes ces observations, toutes ces émotions, toutes ces réflexions accumulées devaient enfin trouver un exutoire. Je voulais témoigner, non pas pour moi seule, mais pour toutes les voix de femmes qui, comme la mienne, avaient été réduites au silence ou minimisées par les conventions sociales. Mon roman, Une si longue lettre, est né de cette urgence. L'inspiration venait de ma propre vie, de mes amis, des femmes que j'avais côtoyées, de leurs joies, de leurs peines, de leurs combats quotidiens dans une société en pleine mutation. J'ai commencé à écrire sans savoir que ce texte allait devenir un phénomène mondial. Je voulais simplement raconter l'histoire de Ramatoulaye, une femme qui, après la mort de son mari, découvre qu'il a épousé une seconde femme plus jeune et qui, à travers une longue lettre adressée à son amie d'enfance Aïssatou, retrace leur vie, leurs aspirations, leurs désillusions face à la polygamie et à la condition féminine. C'était une forme de thérapie pour moi, une manière de poser des mots sur des mots, de disséquer les injustices et les espoirs. Je me suis attachée à dépeindre avec finesse les nuances des relations humaines, la complexité des choix et la résilience extraordinaire des femmes. Je ne voulais pas être didactique, mais simplement montrer une réalité, telle qu'elle est vécue. Quand le livre a été publié en 1979, il a eu un succès immédiat, inattendu. Le souffle de « Une si longue lettre » a dépassé les frontières du Sénégal et de l'Afrique pour toucher un public mondial. Il a été traduit dans de nombreuses langues, du français à l'anglais, en passant par l'allemand, le japonais et bien d'autres. Les critiques étaient élogieuses, saluant l'authenticité de la voix, la justesse du propos et la profondeur des personnages. Mais au-delà des récompenses littéraires, comme le prestigieux prix Noma de publication en Afrique en 1980, c'est l'impact humain qui m'a le plus marqué. Des femmes de partout dans le monde m'écrivaient, me disant à quel point elles se reconnaissaient dans l'histoire de Ramatoulaye, à quel point ce livre avait mis des mots sur leurs propres expériences. Mon message était clair, bien que souvent mal interprété par ceux qui voulaient me coller une étiquette simpliste. Je ne prônais pas un féminisme occidental importé, mais un féminisme profond, enraciné dans les réalités africaines. Je défendais le droit des femmes à l'éducation, à l'autonomie financière, à la liberté de choix dans le mariage et la vie. Je montrais les souffrances engendrées par des pratiques comme la polygamie, non pas pour condamner une tradition en soi, mais pour souligner l'impact qu'elle pouvait avoir sur la dignité et le bien-être des femmes. Mon roman était un plaidoyer pour l'égalité des sexes,
pour le respect mutuel au sein du couple et de la société. À travers Ramatoulaye et Aïssatou, je voulais montrer deux chemins possibles, deux manières de réagir face à l'adversité. L'une choisit de rester et de se battre de l'intérieur, l'autre de partir et de se reconstruire ailleurs. Mais toutes deux sont des femmes fortes, dignes, qui cherchent leur voie vers le bonheur et l'épanouissement. Une si longue lettre est bien plus qu'une simple histoire de polygamie. C'est une réflexion sur la résilience, l'amitié féminine, le poids des traditions et la quête universelle de liberté. J'ai écrit pour ne plus me taire, et ma voix a trouvé un écho bien au-delà de mes espérances. Le succès de « Une si longue lettre » m'a valu d'être étiquetée féministe, un terme qui, à l'époque et encore aujourd'hui, est souvent mal compris, surtout en Afrique. Pour moi, il était essentiel de clarifier ma position. Oui, je suis féministe, mais je suis avant tout africaine. Ma vision du féminisme n'était pas un concept importé ou une idéologie rigide venue d'Occident. Elle était profondément enracinée dans les réalités de notre continent, dans les valeurs de nos sociétés, tout en cherchant à les faire évoluer. Je n'ai jamais plaidé pour une rupture totale avec nos traditions. Au contraire, je crois que la force de l'Afrique réside aussi dans sa culture, dans sa capacité à maintenir des liens forts avec le passé tout en embrassant le progrès. Mon combat n'était pas contre l'homme africain, ni contre la famille africaine, mais contre les injustices, les inégalités et les pratiques qui déshumanisaient la femme. Je voulais une société où l'homme et la femme puissent coexister en respect et en dignité, où les droits de chacun soient reconnus et protégés. J'ai souvent été critique envers les modèles de féminisme importés. J'estimais qu'ils ne prenaient pas toujours en compte les spécificités de nos cultures, de nos histoires. Il ne s'agissait pas de copier-coller des idéologies, mais de bâtir un féminisme authentiquement africain, qui puise sa force dans nos propres valeurs d'entraide, de communauté, et qui répondait à nos propres défis. Pour moi, le féminisme en Afrique doit être un féminisme du développement, qui lutte pour l'éducation des filles, pour leur accès à la santé, à l'autonomie économique, pour leur participation pleine et entière à la vie publique. C'est un féminisme pragmatique, qui vise l'amélioration concrète des conditions de vie des femmes, sans rejeter ce qui fait l'essence de notre identité. Mes prises de parole puissantes, que ce soit dans mes écrits, lors de conférences ou dans les médias, visaient toujours cet équilibre subtil entre tradition et modernité. Je reconnaissais la beauté et la sagesse de certaines de nos coutumes, tout en dénonçant celles qui freinaient l'épanouissement des femmes. Par exemple, je n'attaquais pas la polygamie comme une aberration morale, mais je montrais les souffrances psychologiques et sociales qu'elle pouvait infliger aux femmes concernées et l'injustice de ne pas leur donner le choix. Mon approche était nuancée. Elle cherchait à ouvrir le dialogue plutôt qu'à imposer des idées. Je me suis battue pour le droit des femmes à choisir leur destin, à ne pas être des objets de mariage, à pouvoir s'instruire, à exercer une profession, à avoir une voix dans la famille et dans la société. Ce n'était pas une révolution violente que je prônais, mais une évolution consciente et nécessaire. Je voulais que les femmes africaines soient des actrices de leur propre vie, des bâtisseuses de leur avenir, et non des victimes passives des circonstances. Mon message était un appel à la dignité, au respect et à la reconnaissance de la valeur intrinsèque de chaque femme. C'est cette vision, ce féminisme ancré dans le réel et tourné vers l'avenir, que j'ai défendu avec passion jusqu'à la fin de ma vie. Prendre la parole, écrire, défendre des idées novatrices dans une société comme celle du Sénégal à mon époque n'était pas sans conséquences. Mes prises de position, bien que nuancées, ont inévitablement rencontré des résistances. Dans les cercles politiques et intellectuels, où les hommes dominaient encore largement, ma voix a parfois été perçue comme trop audacieuse, trop subversive. On m'a reproché de diviser, de trahir les traditions, alors que je ne faisais que plaider pour une évolution nécessaire, pour plus de justice et de dignité pour les femmes. Ces résistances se manifestaient de diverses manières. Parfois, c'était le silence, l'ignorance pure et simple de mon travail. D'autres fois, c'était la critique voilée, le dénigrement subtil ou l'accusation d'être occidentalisée parce que je défendais des droits universels. Recevoir le prix Noma, être reconnu à l'international,
a apporté une certaine légitimité, mais cela n'a pas fait disparaître toutes les jalousies ou les incompréhensions. Il fallait faire preuve d'une force intérieure considérable pour ne pas se laisser décourager par ces vents contraires. Cette situation a souvent engendré une forme de solitude. Être une pionnière, c'est parfois marcher seule, être incomprise même par ceux qui vous entourent. La solitude liée à mes choix était un poids. Je portais le fardeau de mes convictions et parfois, je me sentais isolée dans mon combat. Ma vie personnelle avait déjà connu son lot d'épreuves et cette solitude intellectuelle s'y ajoutait. C'est dans ces moments-là que mes amitiés les plus profondes, mes liens avec d'autres femmes qui partageaient mes aspirations, sont devenus des piliers essentiels. L'écriture, elle aussi, était une compagne fidèle, un espace où je pouvais exprimer mes pensées les plus intimes sans jugement. En parallèle de ces luttes externes et internes, j'ai dû faire face à un combat bien plus intime et douloureux. Mon combat personnel contre la maladie. À la fin de ma vie, j'ai été diagnostiquée avec un cancer qui a progressé rapidement. Cette épreuve physique est venue s'ajouter aux autres défis que je relevais. La douleur, la fatigue, l'incertitude face à l'avenir. Tout cela a été une période extrêmement difficile. Je me souviens des moments où l'écriture devenait presque impossible, où la force me manquait. Mais même affaibli, mon esprit restait vif, mes convictions intactes. Malgré la maladie, j'ai continué à travailler tant que j'ai pu. J'ai tenté d'écrire un second roman, Un chant écarlate, qui explore d'autres facettes des relations interraciales et des difficultés d'adaptation. Ce livre, malheureusement, est resté inachevé, témoignant de la lutte contre le temps qui m'était compté. Mon énergie était consacrée à ces combats, qu'ils soient sociétaux ou personnels. Ces douleurs et ces silences n'étaient pas des faiblesses, mais des rappels constants de la fragilité de l'existence et de la nécessité de vivre chaque instant avec intensité et conviction. Ils ont paradoxalement renforcé ma détermination à laisser derrière moi un message fort, avant que ma voix ne s'éteigne. Le silence dans lequel de nombreuses voix féminines avaient été confinées a été brisé par une si longue lettre. Mon livre est devenu bien plus qu'une œuvre littéraire. Il s'est transformé en un véritable chant pour toutes les femmes d'Afrique. Son écho a résonné à travers les villes et les campagnes, dans les foyers modestes comme dans les universités. Les femmes se sont reconnues dans les personnages de Ramatoulaye et Aïssatou. Elles ont vu leurs propres expériences, leurs propres souffrances et leur propre résilience dépeintes avec une justesse bouleversante. Le roman a ouvert des discussions, a encouragé des prises de conscience et a donné le courage à beaucoup de questionner leur propre situation. L'impact de mon œuvre a été particulièrement profond sur les femmes écrivaines africaines. Avant moi, peu de femmes avaient eu la possibilité ou l'audace de s'exprimer sur des sujets aussi intimes et sociétaux. Mon succès a prouvé qu'il y avait une place pour leurs histoires, que leurs perspectives étaient nécessaires et précieuses. J'ai vu émerger une nouvelle génération d'auteurs, au Sénégal et partout en Afrique, qui se sont senties légitimées par mon exemple. Elles ont repris le flambeau, explorant à leur tour les complexités de la condition féminine africaine, les défis de la modernité, les tensions entre tradition et émancipation. J'espère avoir été une source d'inspiration, un tremplin qui a permis à d'autres voix de s'élever et d'enrichir la littérature africaine. La reconnaissance de mon travail s'est étendue bien au-delà de l'Afrique. Une si longue lettre a été saluée par la critique internationale et a reçu des récompenses majeures, comme le prix Noma de publication en Afrique en 1980, une distinction prestigieuse qui a contribué à faire rayonner la littérature africaine à travers le monde. Mais les honneurs ne sont rien sans l'impact concret. Mon livre est étudié dans les universités en Afrique, en Europe et aux États-Unis. Il est devenu un classique de la littérature africaine, un texte incontournable pour comprendre les enjeux de la femme dans nos sociétés. Ce succès, cette diffusion, ont confirmé ma conviction que les expériences des femmes africaines, bien que spécifiques, portaient en elles des vérités universelles. Les thèmes de l'amitié, de la maternité, de la trahison, du pardon, de la quête d'identité et de liberté sont des échos que l'on retrouve dans toutes les cultures. Mon livre a permis de construire des ponts,
de montrer que les luttes des femmes, qu'elles soient à Dakar, à Paris ou à New York, avaient des points communs. Même après ma disparition, je sens que mon œuvre continue de vivre. Elle est toujours lue, commentée, et elle continue de susciter le débat. C'est la plus belle des reconnaissances pour une écrivaine. Savoir que ces mots continuent d'éclairer, d'inspirer et de donner de la force à des millions de femmes. Mon chant n'est pas seulement un écho du passé, c'est une mélodie qui résonne encore aujourd'hui, portant l'espoir d'un avenir plus juste et plus équitable pour toutes. Mon parcours de vie, de l'écolière brillante à l'écrivaine reconnue, a toujours été guidé par une conviction profonde, le pouvoir transformateur du savoir. Ce que j'espère avoir semé, c'est avant tout l'idée que l'éducation est le moteur fondamental de toute émancipation. Ma propre expérience, celle d'une fille ayant eu la chance d'étudier à une époque où ce n'était pas la norme pour beaucoup, m'a montré à quel point l'école peut ouvrir des horizons. J'ai toujours défendu l'accès à l'éducation pour tous, mais avec une insistance particulière pour les filles. Car ce sont elles, bien souvent, qui sont les premières à être privées de ce droit. Ma profession d'institutrice m'a mise au contact direct des réalités et des besoins. J'ai vu l'impact concret d'une salle de classe, d'un livre entre les mains d'une enfant. C'est pourquoi, même après être devenue écrivaine, j'ai continué à plaider pour que l'école soit une priorité absolue au Sénégal. L'éducation n'est pas seulement l'acquisition de connaissances, c'est la formation d'esprit critique, l'apprentissage de la citoyenneté et la capacité à prendre son destin en main. J'ai semé des graines dans les esprits des jeunes filles, en leur montrant par mon propre chemin qu'elles pouvaient aspirer à de grandes choses. En tant qu'écrivaine, mon engagement pour une littérature d'émancipation a été la pierre angulaire de ma production. Je n'ai pas écrit pour le simple plaisir de l'art, mais avec la volonté d'éclairer, de déranger et de susciter la réflexion. Une si longue lettre n'était pas un roman de divertissement. C'était un cri, une interrogation sur la condition féminine, un miroir tendu à la société sénégalaise et africaine. J'ai voulu libérer la parole des femmes, donner une voix à celles qui souffraient en silence et montrer que l'on pouvait aborder des sujets tabous avec dignité et profondeur. Ma contribution a été de montrer que la littérature africaine pouvait être un puissant outil de changement social, capable de déconstruire les préjugés et d'ouvrir de nouvelles perspectives. La pérennité de mon message est aujourd'hui une grande fierté. Voir une si longue lettre figurer dans les programmes scolaires et universitaires, non seulement au Sénégal mais aussi à l'étranger, est la preuve que ma pensée continue de résonner. Mes mots sont étudiés, analysés, débattus par les jeunes générations. Cela signifie que les questions que j'ai soulevées sur la polygamie, sur le rôle de la femme, sur l'importance de l'amitié féminine, sur la quête d'identité, sont toujours pertinentes. Je crois que mon œuvre offre une base solide pour comprendre les dynamiques familiales et sociétales en Afrique post-coloniale et pour continuer à réfléchir sur l'évolution des mœurs. Je n'ai pas apporté toutes les réponses, mais j'ai posé les bonnes questions et j'ai ouvert le dialogue. C'est mon plus grand héritage, avoir contribué à éveiller les consciences et à nourrir la réflexion pour un avenir plus juste et plus équitable. Le destin a voulu que mon chemin s'achève bien trop tôt. Je suis décédée le 17 août 1981, à l'âge de 52 ans, emportée par la maladie que je combattais en silence. Ma disparition a été un choc pour beaucoup, au Sénégal et au-delà. Une si longue lettre venait à peine d'être publiée et de connaître son essor mondial, et j'étais en plein travail sur mon second roman, Un chant écarlate, qui, hélas, est resté inachevé. J'avais encore tant à dire, tant à écrire, tant à défendre pour les femmes et pour l'Afrique. L'émotion suscitée par ma mort fut palpable. Des hommages ont afflué de toutes parts, reconnaissant ma contribution unique à la littérature africaine et mon rôle pionnier dans la défense des droits des femmes. On parlait de ma force, de ma lucidité, de mon courage. J'ai été enterrée à Dakar, cette ville où tout avait commencé, où j'avais appris à naviguer entre les mondes. Mon départ laissait un vide, mais aussi une empreinte indélébile. Pourtant, même si ma vie fut trop courte, ma voix est restée immortelle. Mes mots ont continué de vivre, de voyager,
de toucher les cœurs et les esprits, bien après ma disparition. Une si longue lettre est devenue un classique, un texte de référence qui est lu et étudié partout dans le monde. Il a été adapté au théâtre, à la radio, et continue d'inspirer des œuvres d'art et des réflexions contemporaines. Le roman est une preuve que les histoires vraies, écrites avec authenticité et courage, transcendent le temps et les frontières. Aujourd'hui encore, je sens que le monde continue de faire vivre mes mots. Mon œuvre est non seulement enseignée dans les universités, mais elle est aussi au centre de nombreuses discussions sur le féminisme africain, la place de la femme dans la société et la réconciliation entre tradition et modernité. Chaque fois qu'une jeune femme lit une si longue lettre et se sent inspirée, chaque fois qu'un débat est lancé grâce à mon récit, ma voix prend une nouvelle résonance. Je n'ai pas eu le temps de voir l'aboutissement de toutes mes aspirations, mais j'ai la conviction que j'ai allumé une flamme d'espoir, de résilience et de liberté pour les femmes africaines. Mon héritage n'est pas seulement dans les pages de mes livres, mais dans les esprits que j'ai touchés, les conversations que j'ai suscitées et les chemins que j'ai contribué à ouvrir. Je suis partie, mais ma voix continue de résonner, un chant éternel pour toutes les femmes d'Afrique et au-delà. Si mon histoire personnelle a servi de toile de fond à mes réflexions, c'est à travers une si longue lettre que j'ai pu exprimer le plus profondément ma pensée sur la condition des femmes africaines. Ce roman épistolaire, écrit sous la forme d'une longue missive de Ramatoulaye à son amie Aïssatou, est une plongée intime dans l'âme d'une femme confrontée aux réalités de la polygamie et à la quête d'émancipation. Analysons-le chapitre par chapitre pour en comprendre toute la richesse. Chapitre 1. Le deuil et la révélation. Le roman s'ouvre sur le deuil de Ramatoulaye qui vient de perdre son mari, Modou Fall. Elle décrit les rites funéraires traditionnels, la période de réclusion et le flot ininterrompu de visiteurs. C'est dans ce contexte de tristesse et de conformité aux traditions qu'elle fait une découverte déchirante. Son mari a épousé une seconde femme, Binetou, beaucoup plus jeune que lui, et ce, en secret depuis 5 ans. Cette révélation posthume est un choc violent. Ramatoulaye est confrontée non seulement à la perte de son époux, mais aussi à la trahison et à l'humiliation. Elle s'interroge sur la polygamie, sur le rôle de la femme dans cette tradition et sur la validité de son propre mariage. Ce chapitre établit le ton introspectif du roman et pose la question centrale de la place de la femme face aux coutumes. Chapitre 2. La genèse d'une amitié. Indéfectible. Ramatoulaye se tourne vers son amie de toujours, Aïssatou. Elle raconte leur enfance partagée, leur scolarité à l'école normale, leur complicité et les rêves qu'elle nourrissait pour l'avenir. Elle évoque également le parcours d'Aïssatou, qui, elle aussi, a été confrontée à la polygamie. Son mari, Modo, un médecin, a épousé une cousine plus jeune. Mais contrairement à Ramatoulaye, Aïssatou a fait un choix radical. Elle a divorcé, a élevé ses enfants seule et a refait sa vie aux États-Unis. Ce chapitre met en contraste 2 réactions face à une même situation, soulignant la force de l'amitié féminine comme soutien dans l'adversité et offrant une première esquisse des chemins possibles pour l'émancipation. C'est une réflexion sur la solidarité et la sororité. Chapitre 3. Les joies et les peines du foyer. Polygame Ramatoulaye se penche sur sa vie conjugale avec Modou avant la révélation de la seconde épouse. Elle décrit les débuts de leur amour, leur jeunesse, la naissance de leurs 12 enfants. Elle se remémore les sacrifices qu'elle a faits pour leur foyer, abandonnant sa propre carrière pour se dédier à sa famille. Elle exprime aussi les frustrations et les non-dits qui ont pu s'accumuler au fil des ans, menant progressivement à l'éloignement de Modou. Ce chapitre n'est pas une simple lamentation, mais une analyse fine des dynamiques matrimoniales, des attentes sociales pesant sur la femme, et de l'érosion progressive de l'amour et du respect dans une union où la polygamie s'immisce, détruisant l'intimité et la confiance. Chapitre 4. La vie. Après la trahison. Après la période de deuil, Ramatoulaye doit affronter la réalité de sa nouvelle vie en tant que première épouse et femme divorcée dans l'âme. Elle est confrontée au regard de la société, au jugement,
mais aussi aux tentatives de certains hommes de la sauver en la demandant en mariage. Elle reçoit des propositions, notamment celle de Tamsir, le frère de Modou, et de Daouda Dieng, un ami d'enfance. Elle refuse toutes ces offres, affirmant sa volonté de ne plus se marier par convention, mais de choisir son propre destin. Ce chapitre est un plaidoyer pour l'autonomie féminine, pour le droit à une vie choisie plutôt que subie. Ramatoulaye devient une figure de la résistance tranquille face aux pressions sociales. Chapitre 5. Les défis de la maternité et de l'éducation. Ramatoulaye aborde les défis liés à l'éducation de ses 12 enfants. Elle décrit les difficultés financières, les problèmes de discipline et les chocs des générations. Ces enfants, grandissant dans une société en mutation, sont parfois en décalage avec les valeurs traditionnelles. Elle mentionne notamment la grossesse de sa fille Daba, symbole des nouvelles réalités de la jeunesse. Ce chapitre explore le rôle complexe de la mère célibataire, confrontée à une société qui évolue rapidement et aux exigences d'une éducation moderne qui doit coexister avec les traditions familiales. C'est une réflexion sur la transmission des valeurs et la résilience maternelle. Chapitre 6. Les voisins, les amis et la société Ramatoulaye décrit le microcosme de son quartier, les relations avec ses voisins, les amitiés et les tensions qui s'y tissent. Elle observe les destins des autres femmes, leurs souffrances silencieuses ou leurs petites victoires. À travers ses portraits, elle dresse un tableau de la société sénégalaise, de ses contradictions, de ses hypocrisies et de sa solidarité parfois inattendue. Ce chapitre élargit le cadre de l'intime pour embrasser une dimension plus sociologique, montrant que l'expérience de Ramatoulaye est celle de nombreuses femmes autour d'elle et que les problèmes individuels reflètent des questions de société plus larges. Chapitre 7. La quête de soi et l'espoir. Vers la fin de sa lettre, Ramatoulaye exprime une forme d'acceptation et de sérénité. Elle a traversé la tempête et elle commence à voir un avenir où elle pourra s'épanouir en dehors des contraintes du mariage. Elle redécouvre le plaisir des petites choses, la liberté de penser et d'agir par elle-même. Elle exprime son espoir pour les générations futures, pour ses filles, qu'elles puissent vivre une vie plus libre et plus choisie. Ce chapitre est celui de la résilience, de la reconstruction de soi et de l'optimisme face à l'avenir, malgré les blessures du passé. Ramatoulaye ne s'apitoie pas, elle avance. Chapitre 8. L'amitié, un havre. Le lien avec Aïssatou est la colonne vertébrale du roman, et ce chapitre en est une célébration. Ramatoulaye réaffirme l'importance vitale de leur amitié, une relation pure, sans jalousie ni jugement, qui a résisté à toutes les épreuves. Aïssatou, par son parcours de femme libre et indépendante, est une source d'inspiration pour Ramatoulaye. C'est à travers cette amitié épistolaire que Ramatoulaye peut se livrer sans phare, exprimer ses doutes et ses espoirs les plus profonds. Ce chapitre souligne le pouvoir de la sororité et du soutien mutuel entre femmes face aux défis d'une société patriarcale. Chapitre 9. Un avenir à construire. La lettre se termine sur une note d'ouverture et d'espoir. Ramatoulaye n'a pas toutes les réponses, mais elle a trouvé la force de se définir par elle-même. Elle envisage l'avenir avec ses enfants, avec la possibilité de nouvelles rencontres, mais surtout avec la certitude de son autonomie. Le roman ne propose pas de solution toute faite, mais il montre la voie vers une liberté individuelle, vers la dignité retrouvée. C'est un appel à toutes les femmes à prendre leur destin en main, à s'affirmer et à construire un monde où leurs voix seront pleinement entendues et respectées. Analyse littéraire. Et pourquoi il est essentiel aujourd'hui. Une si longue lettre est un chef-d'œuvre pour plusieurs raisons. Tout d'abord, sa forme épistolaire est brillante. Elle permet une plongée intime dans la psyché de Ramatoulaye, offrant une narration à la première personne qui rend son témoignage d'autant plus poignant et authentique. Le style est fluide, poétique, mais aussi direct et incisif, avec une grande finesse dans la description des sentiments et des mœurs. Le roman est également essentiel pour son message féministe nuancé et authentiquement africain. Mariam Abba ne rejette pas la culture africaine en bloc. Elle critique les pratiques qui nuisent aux femmes, tout en célébrant les valeurs positives de solidarité et de résilience.
Elle explore la complexité de la polygamie sans manichéisme, montrant les souffrances mais aussi les enjeux sociaux. Enfin, une si longue lettre est encore essentielle aujourd'hui parce que les questions qu'il soulève sont toujours d'actualité. La place de la femme dans la société, la polygamie, qui existe toujours dans de nombreuses régions, les défis de l'éducation, le poids des traditions face à la modernité, l'importance de l'autonomie économique et émotionnelle des femmes, tous ces thèmes résonnent avec force. Il est un texte fondamental pour comprendre les dynamiques familiales et sociales en Afrique, mais aussi pour toute personne s'intéressant à la quête universelle de liberté et de dignité humaine. C'est un livre qui donne une voix aux silencieuses et qui continue d'inspirer des générations. Si mes mots ont trouvé un écho en vous, si mon histoire a touché votre cœur et votre esprit, alors ma mission est accomplie. J'ai partagé avec vous mon enfance entre deux mondes, mes combats pour l'éducation, mes joies d'épouse et de mère, et mes douleurs face aux traditions. J'ai ouvert les pages de mon œuvre, une si longue lettre, pour que vous puissiez comprendre la complexité de la vie d'une femme africaine, ses luttes et ses espoirs. J'ai toujours cru que l'éducation et la littérature sont les piliers de l'émancipation. Elles donnent une voix aux silencieux, éclairent les chemins et construisent des ponts entre les cœurs. Mon combat n'a pas été vain si, en écoutant mon récit, vous vous sentez, ne serait-ce qu'un peu, plus inspiré à défendre la justice, à croire en vos rêves et à œuvrer pour un monde plus juste. Je vous remercie, vous qui avez écouté mon histoire jusqu'à la fin. C'est en partageant ces récits que nous maintenons la mémoire vivante et que nous continuons à bâtir un avenir meilleur. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne et permettre à d'autres voix, à d'autres histoires inspirantes comme la mienne, d'être racontées et d'atteindre un public plus large, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce contenu. Votre soutien est précieux pour que ces récits continuent de résonner. Merci.